Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi devenir membre sur YouTube, soutenir l'émission sur Patreon ou faire un petit don grâce au lien dans la description. Sans plus attendre, accueillons nos invités de ce soir, le professeur Mohammad Marandi et l'ambassadeur Chas Freeman. Le professeur Marandi vient d'Iran. Il enseigne à l'université de Téhéran. L'ambassadeur Chas Freeman, lui, vient des États-Unis. C'est un diplomate à la retraite, auteur et commentateur politique. Bienvenue à vous deux, professeur Marandi et ambassadeur Freeman. Mr. Warchisi. Ambassadeur Freeman, si on peut commencer avec vous, puisque nous avons reçu le professeur Marandi tout récemment. Les discussions ont commencé à Bürgenstock en Suisse et il s'agit de négociations diplomatiques de haut niveau. Selon vous, quels sont les enjeux? Eh bien, la question principale qui a motivé cette rencontre, parce que je dirais plutôt, c'est une réunion, pas encore de véritables négociations, c'est qu'on ne sait pas s'il y aura vraiment des discussions tant que les attaques au Liban continuent à ce niveau-là. Et on ne sait pas non plus ce que le président Trump fera, s'il fera quoi que ce soit pour faire respecter ce qu'on appelle le cessez-le-feu ou la trêve avec les Israéliens. Après tout, ce sont eux qui ont commencé cette guerre, qui envahissent le Liban, tout en affirmant, comme à leur habitude, qu'ils agissent en légitime défense, alors qu'ils tuent des civils et avancent sur le territoire libanais. De toute évidence, Israël est déterminé à poursuivre la guerre. Mais à mon avis, c'est une entreprise vaine, parce qu'il n'en sortira rien de mieux que ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Mais je pense que ce qui a vraiment motivé cette réunion en Suisse, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. Et je veux dire, il est à nouveau fermé aujourd'hui. L'administration Trump, comme le reste du monde, a compris que si ce détroit restait fermé, l'économie mondiale serait dévastée, plongée dans une récession, voire une dépression. Et aux États-Unis, les conséquences politiques d'un été où les déplacements seraient freinés par la hausse du prix de l'essence seraient désastreuses pour les républicains lors des élections de mi-mandat. Donc Donald Trump a en quelque sorte paniqué, à la fois sur le plan international, mais surtout sur le plan intérieur. Et là, je dirais que c'est un défi très intéressant pour lui. Il souffre bien sûr de narcissisme, d'un trouble de la personnalité narcissique. Il est face à Netanyahou, qui souffre lui aussi du même trouble. Et en réalité, la société israélienne dans son ensemble montre des signes de troubles de la personnalité narcissique. Absence d'empathie, déni du réel, besoin d'admiration, refus de la critique, incapacité à se remettre en question. C'est donc très intéressant. On le voit bien dans la réaction israélienne à ce que j'appelle le mémorandum de malentendu. Leur réaction, c'est d'accuser tout le monde de trahison. Messieurs Litkoff et Kushner, qu'ils pensaient les représenter dans les négociations, mais aussi les États-Unis et même Donald Trump, qu'ils croyaient être leurs prisonniers, sur le plan psychologique comme sur le plan politique. On voit Myriam Adelson, qui a donné 250 millions de dollars à Trump pour le faire élire, accusé aujourd'hui qu'il n'est plus acheté, qu'il ne fait plus ce qu'il devrait faire, et donc qu'il est coupable de trahison. Et il n'y a absolument aucune trace d'introspection. Pourquoi en est-on là? Dans quel état sommes-nous? Y a-t-il une alternative à l'usage constant de la force, plutôt qu'à la diplomatie avec les Palestiniens et nos voisins? Israël, en 78 ans d'existence, n'a jamais proposé de coexistence pacifique à qui que ce soit. Toute sa politique est militaire. Et on le voit bien au Liban. Et cette paix plus large, enfin pas vraiment la paix, disons plutôt la désescalade du conflit en Asie de l'Ouest, ne peut pas réussir tant qu'Israël n'aura pas découvert les vertus de la diplomatie
et compris que le seul chemin vers sa propre sécurité passe par un retour à la décence humaine et au respect de ceux qui l'oppriment aujourd'hui. Professeur Marandi, votre déclaration d'ouverture, s'il vous plaît. Et aussi, selon vous, où en sommes-nous à ce stade? Je suis entièrement d'accord avec tout ce que Chas vient de dire. Je dirais qu'en Iran, il existe une sorte de division à propos du protocole d'accord. Certains pensent que, puisque les États-Unis ont toujours échoué à appliquer leurs engagements envers l'Iran, que ce soit l'accord sur le nucléaire, les négociations qu'ils ont eues autrefois sur l'Afghanistan, ou encore en Irak et ailleurs, beaucoup croient que ce protocole sera simplement utilisé par les Américains pour tromper l'Iran et obtenir des concessions du pays. Et de l'autre côté, les Américains, eux, s'abstiendront de remplir leurs obligations et de faire des concessions à l'Iran. D'un autre point de vue, certains estiment qu'aujourd'hui, après la guerre et après le siège, la position de l'Iran est suffisamment forte pour, grâce aux négociations et à ce protocole, contraindre les États-Unis à respecter leurs engagements. C'est une fracture profonde en ce moment. Il y a des échanges très émotionnels dans l'espace public, dans les médias, à la télévision nationale et même dans la rue. Mais globalement, je pense qu'on peut dire que les deux camps de ce clivage estiment qu'à leurs yeux, l'Iran a bel et bien gagné la guerre, et de manière convaincante. Ils ont remporté la guerre d'usure et se trouvent maintenant en position de contraindre les États-Unis à appliquer leurs engagements dans l'accord. Mais certains pensent que cet accord lui-même et le cadre dans lequel l'Iran cherche à obtenir ses concessions ne sont pas appropriés. D'une manière générale, je crois que la stratégie iranienne, depuis quelques mois, consiste à utiliser le détroit d'Ormuz comme une arme en réponse au blocus américain sur ce détroit, pour pousser les États-Unis à finir par privilégier leurs propres intérêts nationaux plutôt que ceux du régime israélien. En d'autres termes, dans notre région du monde, par le passé, les Américains ont toujours donné la priorité au régime israélien, à leur propre détriment. C'est du moins la perception des peuples de cette région. La guerre en Irak, l'Afghanistan, la Libye, la sale guerre en Syrie, le soutien à la guerre génocidaire au Yémen, l'appui à l'Arabie saoudite et aux Émirats, et ainsi de suite. Tout cela, sans oublier bien sûr la Palestine et le Liban, a nui aux intérêts des États-Unis. Mais les États-Unis ont choisi de privilégier le régime israélien plutôt que leurs propres intérêts. Ce que les Iraniens ont essayé de faire dans le cadre de cette guerre d'usure, c'est de pousser les États-Unis à prendre une décision, donner la priorité à leurs propres intérêts pour préserver leur économie plutôt qu'à ceux d'Israël. Et les Iraniens attendent de voir si cette stratégie va fonctionner. C'est possible. Si on regarde les choses dans leur ensemble, Moudiar Jyothishman, je dirais que l'Iran n'a pas gagné la guerre, mais tout ce qu'il avait à faire, c'était de ne pas la perdre. Et les États-Unis, sans le vouloir, ont fait de l'Iran la puissance dominante en Asie de l'Ouest. Les États-Unis sont voués à se retirer de la région. Depuis des années, beaucoup de gens aux États-Unis disent qu'il faut se retirer de cette zone. Mais pour les raisons que Mohamed Marandi vient d'expliquer, cela ne s'est pas produit. Aujourd'hui, il y a pourtant une vraie possibilité. On peut percevoir, même à 8000 milles de distance, un débat qui agite l'Iran. Et un débat parallèle se déroule ici aussi, où les nationalistes américains affirment que la politique du Israël d'abord doit être remplacée par une politique du Amérique d'abord. J.D. Vance, le vice-président, fait partie de ce courant. J.D. Vance, the vice president, is a member of this faction. He is now president in Switzerland with. Il est maintenant en Suisse, avec le proche de Donald Trump et son gendre, à la même table que le président du Majlis iranien, Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Araghchi.
On verra bien ce qui en sortira. Mais à mon avis, tant que Donald Trump n'aura pas pris le taureau par les cornes sur la question de la confrontation avec Israël, il ne se passera rien. Donc qu'il y ait un accord ou non, ce sera peut-être moins important que les conséquences de cette guerre. Aucun président américain après Donald Trump ne suivra Israël dans une attaque contre l'Iran. L'Iran a donc réussi à dissuader les États-Unis, sinon Israël. Et aucun futur président américain ne sera aussi disposé que Donald Trump à soutenir Israël dans ses actions génocidaires ou dans son agressivité envers ses voisins. Et Israël a une fois de plus démontré, comme je l'ai dit dès le départ, qu'il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Ce pays est incapable de se soucier de qui que ce soit d'autre que de ses propres intérêts. Et les Américains entendent de plus en plus cette attitude d'Israël, ce sentiment d'être redevable. Vous savez, du genre, vous nous avez laissé tomber, vous nous devez quelque chose. Eh bien, nous ne devons rien aux Israéliens. Et donc, je pense que, pour l'avenir, cela va conduire à l'isolement d'Israël. Pas seulement sur le plan international, à cause de son statut de paria, un bon mot tamoul, comme je l'ai déjà souligné, mais aussi à l'intérieur même de la politique américaine. Aujourd'hui, Israël est devenu le mouton noir de la fête, et personne ne veut vraiment être associé à lui. On voit désormais des candidats se présenter en affirmant qu'ils ne prendront pas d'argent de l'AIPAC, l'un des principaux lobbies pro-israéliens aux États-Unis. Israël a porté un énorme coup à sa propre existence. Et oui, c'est juste de voir cette période comme un moment existentiel. Là où c'est faux, c'est de penser que la menace existentielle vient de l'Iran. En réalité, cette menace vient de son propre comportement. Je lis des articles dans la presse américaine et je pousse un soupir quand je vois qu'on dit que le problème c'est le Liban. Non, le problème c'est pas le Liban. Le problème, c'est Israël. Et ce qu'Israël fait au Liban, aux Palestiniens en Cisjordanie, et ce qu'il a fait aux habitants de Gaza. Les dernières estimations du nombre de morts à Gaza parlent de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et le fait que le Hamas et Israël aient tous deux intérêt à minimiser le nombre de victimes, c'est très clair. Les Israéliens ne veulent pas donner de crédit à l'accusation de génocide. Le Hamas ne veut pas être accusé d'avoir provoqué la catastrophe qui frappe le peuple de Gaza. Mais le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 680 000. Et cela correspond aux données démographiques de Gaza. Dans la mesure où l'aide parvient encore à entrer à Gaza, il est très clair qu'il n'y a plus 2 300 000 habitants là-bas. Il y en a probablement autour d'1 700 000. Peut-être 1 600 000. Et c'est la preuve de l'ampleur des dégâts causés par l'inhumanité israélienne qui a détruit non seulement Gaza, mais aussi Israël lui-même. Ce qui va se passer, c'est qu'Israël se retrouvera seul face à l'Iran. Et en réalité, il ne sera pas seul, parce que les Arabes du Golfe, qui sont avant tout pragmatiques, finiront par faire la paix avec l'Iran. Ce ne sera pas facile pour eux, parce qu'ils ont souffert. Mais les plus lucides d'entre eux ont compris que c'était une guerre déclenchée par Israël. Ils ont fortement déconseillé aux États-Unis d'y participer. La plupart ont essayé de rester en dehors. Les Saoudiens, avec leur cynisme habituel, ont tenté pendant un temps de jouer sur les deux tableaux. Mais au fond, ils ont subi de lourdes pertes économiques et ils ne seront pas prêts à courir ce risque une nouvelle fois. Et les États-Unis ont montré, comme l'a dit le professeur Marandi, qu'ils privilégient la défense d'Israël plutôt que celle de leurs alliés du Golfe. Ces alliés vont donc se détacher. Et je pense que l'Iran, de ce fait, a aussi atteint ce qu'on pourrait appeler non pas une zone de paix, mais la neutralisation du Golfe Persique qu'il cherchait depuis longtemps. Et au milieu de tout cela, deux événements stratégiques très importants sont en train de se produire. Le premier, c'est bien sûr que l'Iran, la Chine et la Russie
ont tous proposé une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Les perspectives pour ce projet se sont maintenant considérablement renforcées. Le second, c'est l'émergence d'une coalition entre l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie et le Pakistan, pour deux raisons. D'abord, pour offrir, dans le cas de l'Arabie saoudite, une dissuasion nucléaire élargie venant du Pakistan et peut-être aussi de l'Iran, si jamais l'Iran devient une puissance nucléaire. Et ensuite, il s'agit de construire une base industrielle régionale solide, capable de rendre la région moins dépendante des armes importées. Cette coalition ne sera pas forcément dirigée contre l'Iran, même si ce sera peut-être son premier centre d'attention, tout comme Israël. Et je ne pense pas qu'il faille exclure la possibilité que l'Iran, qui a déjà montré une certaine habileté diplomatique, parvienne à trouver un terrain d'entente avec cette coalition. Enfin, je dirais simplement que le jour où il y aura de vraies négociations, et non pas seulement une réunion pour parler de négociations comme c'est le cas en Suisse, l'Iran aura un atout majeur, sans mauvais jeu de mots, la possibilité de devenir une puissance nucléaire au bout de 60 jours. Autrement dit, dans ce contexte, les États-Unis sont à nouveau en position de demandeur. Et l'Iran, lui, a la capacité de manipuler la situation comme il l'entend. J'ai une longue liste de conséquences de la guerre avec l'Iran à présenter, mais aucune n'est positive par rapport aux objectifs que les États-Unis s'étaient fixés de manière assez confuse au départ. On ne devrait jamais entrer en guerre sans objectif clair et réalisable. On ne devrait pas mener une guerre en changeant sans cesse les règles du jeu. On ne devrait pas non plus négliger de préparer une stratégie de sortie de guerre. Et il ne faut jamais commettre d'atrocités comme le meurtre d'écolières, car cela empoisonne la situation d'après-guerre et se retourne contre vous. Les États-Unis ont échoué à respecter tous ces principes classiques de sagesse en matière de politique étrangère. Oui, j'aimerais bien entendre davantage le professeur Marandi sur le commentaire de l'ambassadeur Freeman à propos de l'évolution des cadres de sécurité. Il en a décrit deux. D'un côté, le rapprochement entre la Russie, la Chine et l'Iran, et de l'autre, le Quad, pas celui formé par l'Inde, le Japon et l'Australie, mais celui qui réunit le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Mais j'aimerais en fait rester un instant sur le commentaire de l'ambassadeur Freeman concernant les différences entre les États-Unis et Israël. Parce que parmi les nombreux aspects importants de la victoire stratégique de l'Iran sur les États-Unis, il y a justement ces divergences qui apparaissent aujourd'hui entre Washington et Tel Aviv. Et c'est notable, car pendant des années, de nombreux livres et articles ont souligné le consensus quasi unanime aux États-Unis autour du soutien à Israël, considéré comme l'un de ses plus grands succès. Je voulais parler de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, parce que c'est vraiment ce moment historique qui a changé l'opinion publique et la perception aux États-Unis vis-à-vis d'Israël. Et maintenant, bien sûr, la riposte de l'Iran et ce qu'on peut appeler une victoire stratégique font encore évoluer cette opinion. Alors, professeur Marandi, pouvez-vous nous aider à replacer dans son contexte cette évolution à long terme, l'importance de ce changement dans l'opinion américaine envers Israël, et ce que cela signifie pour la région? Eh bien, je pense que le changement était déjà en train de se produire aux États-Unis, même avant le 7 octobre. Et même si ce n'était pas spectaculaire, qu'il n'y a pas eu de basculement majeur, il y avait une évolution progressive dans la perception du régime israélien, et elle n'était pas très positive. Le soutien du public restait largement en faveur d'Israël par rapport aux Palestiniens, mais ce n'était plus comme il y a 10 ou 20 ans. Après le 7 octobre, je pense qu'au début, à cause de la vaste campagne de propagande,
et de la fabrication de mythes autour des viols et des décapitations d'enfants, les médias ont réussi à contenir la colère ou le mécontentement envers le régime israélien. Mais après quelques semaines, quand l'intention génocidaire est devenue évidente à travers leurs déclarations, et que l'assaut sur Gaza était si massif et si clair aux yeux du monde, les perceptions ont commencé à changer. On a vu des manifestations dans les universités, puis la répression de ces manifestations. Et je pense qu'à partir de là, les choses ont commencé à se dégrader, jusqu'à un tournant décisif, celui qui a vraiment mis le régime en difficulté. C'est quand des images d'enfants affamés sont apparues dans les médias. Et ça, je crois, ça a été le vrai point de bascule. Comme vous vous en souvenez, d'immenses manifestations ont alors éclaté partout dans le monde, par centaines de milliers de personnes, y compris dans des pays où de tels mouvements de masse n'avaient jamais eu lieu, sur aucun sujet. Et c'est ça, je pense, qui a encouragé Trump à pousser pour un cessez-le-feu. En fait, ça a été un cessez-le-feu très réussi pour lui, mais pas parce qu'il y a eu un vrai cessez-le-feu. Depuis ce cessez-le-feu, plus de 1000 Palestiniens ont été tués à Gaza, et en moyenne, plus d'un enfant meurt chaque jour depuis. Donc ce n'est pas vraiment un cessez-le-feu. Les Israéliens continuent de tirer sur des enfants, de bombarder des tentes, de brûler des familles entières. Ça continue. Mais ce qui a vraiment marché, c'est que ça a cassé la dynamique mondiale, à un moment où les manifestations de masse devenaient un vrai problème. Ce que Trump a réussi à faire, c'est à stopper cet élan. Et bien sûr, tout cela s'est fait avec l'aide, malheureusement, de régimes et de gouvernements de la région. Erdogan, Aliyev, Abdullah, la Jordanie, Sisi, et les dirigeants des régimes arabes du Golfe Persique, du Pakistan, ainsi que des responsables venus du monde entier. Ils se sont réunis en Égypte pour approuver ce cessez-le-feu et blanchir les crimes de Trump. Et ça, en réalité, a un impact important sur les négociations avec l'Iran. J'y reviendrai dans un instant. Mais en tout cas, l'ambiance aux États-Unis a complètement changé. Et maintenant, on voit des personnalités publiques majeures se retourner contre Israël et devenir encore plus critiques qu'avant. Je pense qu'il y a quelques mois, on parlait encore de l'évolution de Tucker Carlson. Aujourd'hui, il est encore plus critique, bien plus qu'il ne l'était il y a 2 ou 3 mois. L'hostilité, la colère face au génocide, face aux guerres génocidaires menées par le régime israélien, ne cessent de grandir. Et les critiques contre Trump, même à droite, ainsi que les critiques contre le mouvement MAGA, augmentent aussi. Donc je suis d'accord avec ce que dit l'ambassadeur Freeman à propos de l'avenir. Je ne pense pas qu'il y aura un futur président, qu'il soit démocrate ou républicain, parce qu'il n'y a pas d'alternative pour le moment. Et je ne crois pas qu'un futur président acceptera encore d'entrer en guerre pour le compte du régime israélien. Et je ne crois pas que dans l'avenir, l'influence qu'AIPAC exerce aujourd'hui sur le Congrès, le Sénat et d'autres, ainsi que celle d'organisations parallèles, puisse durer. Je ne pense pas qu'ils pourront garder ce niveau de pouvoir. Et quand cette influence commencera à décliner, je pense qu'on atteindra un moment où tout s'effondrera. Parce que, quand les lobbyistes israéliens, qu'on considère comme tout-puissants, paraîtront soudain moins puissants, c'est là, à mon avis, que la façade tombera. Ce sera un peu comme dans Le Magicien d'Oz. On se rend compte que ce n'est plus une force qu'on ne peut pas affronter, mais plutôt une force dont on s'étonnera un jour qu'elle ait été aussi puissante aux États-Unis. En Iran, je pense que ça commence à se voir. C'est en train de devenir évident. Et c'est ça qui a commencé à apparaître, je pense, vers la fin de la guerre. Quand les États-Unis ont accepté le plan en 10 points de l'Iran, j'ai été surpris qu'ils l'acceptent aussi vite.
Même si, à la table des négociations, Trump disait qu'il n'irait pas, son représentant affirmait qu'il ne mènerait pas les discussions sur la base de ce plan en 10 points. Mais le simple fait qu'il ait été accepté comme cadre de négociation après 39 jours de combat montre que les États-Unis étaient bel et bien en train de changer. Quelque chose s'est passé pendant ces 39 jours, quelque chose qui a profondément modifié les calculs américains et les a placés sur une trajectoire de confrontation avec les intérêts du lobby sioniste et du régime israélien. Et je pense que cet accord en est aussi un signe, même s'il est critiqué en Iran. Et ces critiques sont valables, d'une certaine manière. Mais je pense qu'en général, il y a une forme d'unité en Iran et qu'en ce moment, il faut s'en tenir à cette ligne et veiller à ce qu'elle soit appliquée. Mais quand il y a eu ce blocage autour de ce protocole d'accord et que Netanyahou a de façon insensée bombardé Beyrouth pour saboter toute chance d'un accord ou d'un compromis, les Iraniens ont ensuite déclaré qu'ils allaient attaquer le régime. Aussitôt, Trump et son entourage sont allés voir les Iraniens et leur ont accordé les concessions qu'ils réclamaient pour conclure cet accord, y compris des concessions sur l'occupation du Liban et sur la guerre au Liban. Et je pense que cela aussi a été pour l'Iran un deuxième signe que les choses sont en train de changer aux États-Unis. Cela ne veut pas dire pour autant que le lobby sioniste n'a plus l'avantage, ni qu'il n'est plus une force très dangereuse avec laquelle il faut compter. On pense qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Le lobby israélien, le lobby sioniste, n'a plus la même capacité d'influence qu'avant. Et je crois que cela rejoint ce que je disais tout à l'heure, la fragilité de l'économie américaine, la situation critique à laquelle le gouvernement des États-Unis est confronté, à la fois sur le plan intérieur et à l'international, notamment en ce qui concerne son économie et sa position dans le monde. Tout cela l'a conduit, au moins dans une certaine mesure, à donner la priorité à ses propres intérêts plutôt qu'à ceux du régime israélien. Maintenant, est-ce qu'il ira plus loin dans cette direction? Difficile à dire. Mais je pense qu'en ce moment même, les discussions qui ont lieu, leurs résultats, nous donneront une image plus claire de la situation. Je suis d'accord avec ça. Si je peux me permettre, Jody, juste quelques remarques. D'abord, je pense que Donald Trump, comme l'a suggéré le professeur Marandi, comprend qu'il doit sortir de ce bourbier. Et c'est pour ça qu'il a accepté, du moins en apparence, un cessez-le-feu. Mais bien sûr, quand les discussions ont réellement commencé à Islamabad, les États-Unis ont fait marche arrière. Comme souvent, ils n'ont pas tenu les engagements qu'ils semblaient avoir pris. Mais à mon avis, le vrai problème dans les relations entre les États-Unis et Israël est double. D'abord, Israël a montré un niveau de sadisme et d'arrogance absolument inimaginable. Franchement, personne ne peut imaginer quelque chose de comparable à ce qu'Israël a fait. Des porte-paroles comme Itamar Ben-Gvir, quand ils ouvrent la bouche, ils sonnent pire que les nazis. Et ça, évidemment, ça passe très mal. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous aux États-Unis. On vit en réalité sous une forme de dictature. Il n'y a plus de véritable processus politique. La bureaucratie permanente a été vidée de sa substance et tout dépend désormais de Donald Trump et de quelques personnes très proches de lui. Et lui, il est extrêmement manipulateur. En plus, il est d'une maladresse incroyable. Je veux dire, il vient de se mettre à dos Giorgia Meloni, qui est pourtant une femme très dure, c'est sûr. Mais prétendre qu'elle était une sorte de fan qui réclamait une photo avec lui et qu'il la lui a accordée par pitié pour son admiration envers lui, eh bien, elle lui a répondu comme il se doit. Et je pense qu'on en arrive à un point clé. En Iran, on a des critiques de la procédure qu'on essaie de mettre en place.
c'est encore trop flou pour qu'on puisse vraiment parler d'un accord ou de quoi que ce soit de concret. Mais les deux camps essayent en gros d'en finir avec tout ça. Et Israël est l'obstacle à cette issue. Mais les critiques des deux côtés n'ont pas de réponse à ce qu'ils feraient autrement. En fait, ils défendent simplement la poursuite de la même politique. Et continuer comme ça ne fera que reproduire les mêmes résultats. Alors, comment on en sort? Il faut trouver une forme de désengagement mutuel. Et c'est, je crois, la meilleure façon de décrire la situation. La question que l'Iran avait soulevée dès le départ, et je me souviens que le professeur Marandi insistait beaucoup là-dessus dans de nombreuses interviews, c'était qu'une guerre de nature régionale ne pouvait pas être considérée comme bilatérale. Et il avait raison. L'Iran a réussi à imposer cette idée. Aujourd'hui, le Liban est reconnu, autrement dit, les actions israéliennes au Liban sont reconnues comme l'obstacle principal à un retour plus large à un niveau de calme acceptable dans la région. Et c'est aussi la clé pour rouvrir le détroit d'Ormuz au bénéfice de l'économie mondiale. Et il est très clair qu'Israël attend de la loyauté. Je pense que tu devrais revenir sur la corruption. Cette élection, c'est une question de corruption. C'était il y a 2 ou 3 minutes à peine. Oui, c'est exactement de ça que je veux parler. Le problème, selon moi, c'est d'abord les attentes des Israéliens vis-à-vis de la loyauté américaine envers Israël, sans aucune réciprocité. Aucune loyauté d'Israël envers les intérêts des États-Unis, aucune considération pour ses intérêts, ni pour les intérêts politiques de Donald Trump. Et bien sûr, tout cela reflète le trouble de la personnalité narcissique de Benjamin Netanyahou. Mais c'est aussi la conséquence des accusations scandaleuses portées contre Trump, l'accusant de trahir le sionisme en cherchant un accord avec l'Iran. Bien sûr, Israël ne parvient jamais à un véritable accord avec qui que ce soit. Et ces cessez-le-feu sont, comme je les appelle, des cessez-le-feu à la manière israélienne. Autrement dit, Israël ne cesse pas de tirer, mais on s'attend à ce que l'autre camp le fasse. Et je pense que la question centrale des élections de mi-mandat va être la corruption. La corruption de la politique américaine par les intérêts particuliers, notamment le lobby sioniste aux États-Unis. La corruption de la présidence par les dons massifs de riches donateurs sionistes, qui ont le sentiment d'avoir acheté l'allégeance du président. Myriam Adelson en est un exemple, citoyenne israélienne d'ailleurs, qui a montré qu'elle pouvait faire transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et obtenir d'autres décisions pendant son premier mandat. La reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, et ainsi de suite. Le vrai sujet, c'est la corruption. La corruption de la politique américaine, la corruption de la présidence, la corruption de la bureaucratie et l'incapacité et l'incompétence générale du gouvernement américain sous ce régime, parce qu'il se passe énormément de choses, pas seulement la guerre avec l'Iran, mais bien d'autres encore. Et je pense que tout cela alimente un certain nationalisme américain, celui dont parlait le professeur Marandi quand il évoquait l'évolution des positions de Tucker Carlson, de Marjorie Taylor Greene, de Candace Owens et d'autres. Tout cela converge vers un grand défi pour le système américain, auquel les Américains, au fond, ne croient plus vraiment. On a vu des suspensions de la Déclaration des droits, des manifestations palestiniennes contre l'injustice faite aux Palestiniens. On a vu l'agence ICE, le service de l'immigration et des douanes, agir sans limite dans les communautés immigrées et tuer des Américains au passage. On a vu tout un ensemble de choses. Et tout cela va finir par se rejoindre. D'une certaine manière, ce qu'on verra lors des élections de mi-mandat, ce sera le retour de la même colère qui a porté Donald Trump au pouvoir. Cette impression, chez beaucoup d'Américains, que l'élite politique est redevable à d'autres et ne les écoute pas, que cette élite est corrompue,
et qu'il faut la chasser. That Donc je pense que la guerre en Iran a de très nombreuses conséquences, bien au-delà de la région où elle s'est déroulée. consequences that are beyond the region in which it took place. Oui, mais avant d'en venir à la dimension régionale, c'est un peu le dernier point que j'ai en tête, sauf si vous voulez aborder autre chose. Je voulais poser rapidement une question au professeur Marandi sur les différences internes en Iran, celles dont vous avez parlé au début. On en a eu un aperçu dans l'un des communiqués du bureau du guide suprême iranien qui évoquait des désaccords personnels, de principe et d'autres divergences à propos des négociations. On en a aussi vu une partie se refléter sur les réseaux sociaux. Et puis, Vali Nasr, dont le livre « La grande stratégie », que le professeur Marandi et moi avons évoqué hors caméra. Il a récemment déclaré sur Democracy Now! Que l'assassinat de plus de 130 dirigeants iraniens a eu pour effet que la nouvelle génération, celle qui a pris leur place, a une vision très différente de sa relation ou de son approche vis-à-vis des États-Unis. Ces responsables sont nés après la Révolution et ils ont vu à plusieurs reprises les États-Unis trahir l'Iran. Aujourd'hui, ils ne veulent plus négocier. Est-ce, selon vous, la bonne manière d'interpréter ces différences? Ou pensez-vous que ces divergences ont toujours existé en Iran, dans sa relation ou dans son attitude envers les États-Unis? Je ne sais pas combien de hauts responsables iraniens ont été assassinés, mais je pense que presque tous les membres du Conseil suprême de sécurité nationale étaient déjà des figures importantes. Ce ne sont pas, pour la plupart, des gens de la jeune génération, et beaucoup d'entre eux siégeaient déjà au Conseil avant le début de la guerre, et ailleurs aussi. Par exemple, au sein du gouvernement, je crois qu'un seul ministre a été tué. Dans les forces armées, on a vu des officiers supérieurs et des généraux assassinés ou tombés en martyrs, mais pas tous, loin de là. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu un changement radical dans la direction. Le dirigeant, bien sûr, est plus jeune. Mais lui, en tant que personne qui travaillait dans le bureau de son père, l'ayatollah Saïd Mojtaba Khamenei était très étroitement lié à son père, et sa vision du monde a été profondément marquée par lui. Je pense qu'il y a eu une hausse générale du scepticisme à l'égard de l'Occident. Mais à mon avis, cela va bien au-delà des cercles du pouvoir. C'est quelque chose que je ressens même chez mes collègues les plus libéraux sur le campus. Et chez mes étudiants les plus libéraux, ceux que j'ai eus en cours, avec qui j'échange régulièrement. Le scepticisme envers les États-Unis s'est accentué. Et le soutien à la République islamique, je pense qu'il a toujours été fort, mais il me semble qu'il s'est encore davantage enraciné dans la population. Mais le débat ne porte pas sur le fait de savoir s'il faut ou non engager des négociations. Certains disent qu'il ne faut pas en avoir, et ils représentent une part importante de la société. Mais je pense que parmi les élites politiques, la question n'est pas de savoir s'il faut négocier, ou du moins, pour la plupart, pas vraiment ça. La vraie question, c'est quel type d'accord nous devrions conclure. Parce qu'au fond, beaucoup pensent que les États-Unis ne respecteront pas leurs engagements. Et c'est vrai. Je veux dire, les Américains, on en est, je crois, au 3e jour de l'accord, et les avoirs iraniens n'ont toujours pas été transférés. Les sanctions sur les exportations d'énergie iranienne n'ont pas été levées. Et bien sûr, le régime israélien a continué à commettre un génocide jusqu'à il y a quelques heures, quand les Iraniens ont de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Ensuite, après cette fermeture, les Israéliens ont arrêté les tueries. On va devoir voir s'il y a un changement concernant le statut du détroit d'Ormuz dans les prochaines heures et ce qui va se passer ensuite. Mais le fait est qu'il y a du scepticisme sur la question de savoir si les États-Unis vont vraiment tenir leur part de l'accord.
carry out their side of the bargain. And also the leader had, I think, some Et puis le dirigeant avait, je crois, des points de vue un peu différents sur la première phase du protocole d'accord et sur la deuxième, notamment sur la manière dont il voulait qu'il y ait une séparation plus nette entre les deux. Mais comme une très large majorité du Conseil suprême de sécurité nationale a voté en faveur de ce texte ou de cette approche, il a dit qu'il s'y rallierait. Donc il n'y a plus vraiment de débat en cours. Ce qui d'ailleurs, et je n'y avais pas pensé avant que Larry Johnson le fasse remarquer, montre à quel point le système politique iranien est dynamique. Pour moi, c'était juste quelque chose de normal, vraiment ordinaire. Mais il a raison. Quand on regarde ça avec un regard occidental, ça va complètement à l'encontre du récit dominant sur l'Iran en Occident. On a ici un dirigeant qui écoute différents points de vue. La majorité n'est pas d'accord avec lui sur une question précise, et pourtant, il décide, sur ce point essentiel, de suivre non pas un consensus, mais la position majoritaire. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette division interne en Iran va pousser l'équipe iranienne, à la table des négociations, à adopter une position plus ferme. Ils savent qu'ils vont être beaucoup plus scrutés chez eux qu'avant, parce que les voix critiques de la situation actuelle se font entendre très fort. Ils ont été assez bruyants ces derniers jours. Je pense que le docteur Galibov sera sans doute plus exigeant aujourd'hui à la table des négociations. Leur position va être plus dure. Et je crois que le fait qu'ils aient fermé le détroit d'Ormuz hier a peut-être un lien avec tout ça, même si j'en doute un peu. À mon avis, avec ce que le régime israélien faisait au Liban, il était inévitable que les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz. Mais je pense que si les États-Unis agissent avec sagesse, s'ils font passer leurs propres intérêts avant ceux du régime israélien dans les négociations d'aujourd'hui, et s'ils obligent les Israéliens à revoir leur politique, le détroit d'Ormuz sera probablement rouvert bientôt. Je pense que l'ironie ici, c'est qu'une guerre qui au départ visait en partie un changement de régime en Iran, va finir par provoquer un changement de régime en Israël et très probablement aussi aux États-Unis. C'est un effet boomerang, un résultat assez inattendu. Je crois que M. Hadib subit effectivement beaucoup de pression pour se montrer ferme, et c'est pareil pour J.D. Vance. N'oublions pas que Marco Rubio a habilement permis à J.D. Vance d'endosser la responsabilité, aux yeux des va-t-en-guerre, de cette tentative de mettre fin au conflit. Et donc une partie des critiques qu'on entendait autrefois en Iran, j'imagine qu'elles existent toujours, mais de façon plus discrète. Par exemple, à un moment, certains en Iran demandaient « Pourquoi le Hezbollah ne vient-il pas à notre secours ?» Vous savez, on a fait toutes sortes de choses pour eux, alors pourquoi est-ce qu'ils restent retranchés sans rien faire? Je veux dire, en réalité, le Hezbollah est une organisation très prudente. Elle n'agit jamais sans réfléchir soigneusement aux conséquences. Mais au fond, elle s'est comportée à peu près comme les alliés de l'Amérique sur certaines questions. Beaucoup de lamentations, mais pas grand-chose d'autre, juste des déclarations rhétoriques. Le Hezbollah et Saraya. Non, le Hezbollah. Enfin, Saraya, eux, ont vraiment bougé, même s'ils ne dépendent pas autant de l'Iran que le Hezbollah. Mais je pense que maintenant, le Hezbollah fait partie intégrante de ce tableau, inévitablement. Et je me demande si les critiques sur sa réticence à agir jouent encore un rôle dans la réflexion iranienne. Deux autres points à considérer. Toute analyse rationnelle de ce processus prouvera, une bonne fois pour toutes, l'inutilité de l'assassinat comme outil efficace de politique d'État. On aurait dû le comprendre. Je me souviens, quand j'étais à la faculté de droit d'Harvard, l'un de mes camarades de classe était un Cubain qui avait été libéré de Cuba en échange d'un tracteur
après avoir été capturé lors du débarquement de la baie des Cochons. C'était un homme plus âgé, il devait avoir 28 ou 29 ans, et moi j'en avais 20. Ngo Diem, le président du Sud-Vietnam, a été assassiné. Et moi, très naïvement, j'étais content. Je me disais, eh bien maintenant, ça va donner un meilleur régime au Sud-Vietnam. Peut-être que cette guerre stupide dans laquelle on est engagé finira par avoir un sens. Et il m'a dit, pourquoi tu pars de ce principe? Le successeur pourrait être pire. Et d'ailleurs, c'est qui le successeur? Tu le sais? Depuis ce jour-là, je me dis toujours qu'un assassinat, c'est un coup dans le noir. Ça ne marche pas. Et surtout, ça ne marche pas avec un système aussi institutionnalisé que la République islamique. Alors, une dernière réflexion. Encore une fois, Israël et les États-Unis. Israël se moque complètement du détroit d'Ormuz. Les États-Unis et l'Iran ont en réalité un intérêt commun à le maintenir ouvert. Israël, lui, ne partage pas cet intérêt. L'Iran et les États-Unis ont aussi un intérêt commun dans la santé de l'économie mondiale. Israël, lui, s'en moque complètement. En fait, quand on dépasse tous les torts qu'on s'est causés mutuellement, il existe une base pour trouver un terrain d'entente, à condition d'avoir des responsables politiques capables de le faire. Je pense que l'Iran compte peut-être de telles personnes, à en juger par ce que j'entends de la part de ses responsables. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas des États-Unis, en tout cas pas sous l'administration Trump. Mais à plus long terme, je crois qu'il y a de l'espoir pour une forme d'accommodement. Et je terminerai là-dessus. Chas Freeman a soulevé la question de la politique régionale, en rappelant qu'aucun pays du Golfe, ni l'Arabie saoudite, ni au fond les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn ou l'Iran, n'a intérêt à remplacer l'hégémonie américaine par une tutelle exercée par la Chine, la Russie ou un autre pays. Ce que vous cherchez tous dans la région, c'est une autonomie stratégique. Et cela me ramène à ma question, est-ce que la coalition à 4 entre le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite ne pourrait pas faire partie d'un cadre régional de sécurité coopérative? Un cadre qui établirait une sorte d'équilibre des puissances et un système de sécurité partagé dans la région. Je pense que c'est possible, mais cela demanderait un certain niveau de, comme l'a dit le professeur Marandi, de sagesse de la part des États-Unis. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais peut-être qu'on peut la retrouver d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous avez tout à fait raison et je crois que l'ambassadeur a vu juste. Les intérêts fondamentaux du peuple iranien et du peuple américain, c'est que le détroit d'Ormuz reste ouvert. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens dans le monde partagent cet intérêt. Et un golfe Persique stable, c'est dans l'intérêt de tous les pays de la région. En fait, à bien des égards, l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, est pour l'Iran préférable à celle du passé. Parce que Mohammed Ben Salman, quels que soient ses défauts, a pris ses distances avec le wahhabisme et l'idéologie du salafisme takfiri. Et ça, c'est quelque chose qui est bien accueilli en Iran. On voit moins d'extrémisme en Afghanistan, au Pakistan et dans la zone frontalière entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan, grâce à cela. Donc je pense que ce que les Iraniens préféreraient, dans l'idéal, ce serait que les 8 pays de la région du Golfe Persique s'assoient ensemble et élaborent un dispositif de sécurité collective. Et l'Iran ne veut pas militariser le Golfe Persique. L'Iran n'a jamais vraiment eu une grande marine, ni une grande force aérienne. Il n'a pas dépensé énormément d'argent pour l'armée, sauf pour les drones, les missiles et les bases souterraines protégées. Mais les dépenses militaires de l'Iran restent inférieures à celles de tous les autres pays de la région du Golfe Persique. Right now, the Iranians are carrying out bilateral
En ce moment, les Iraniens mènent des discussions bilatérales avec chacun de ces pays. Certaines avancent plutôt bien, d'autres un peu moins. Je pense qu'on a tous remarqué que lors des derniers échanges militaires entre l'Iran et les États-Unis, l'Arabie saoudite n'a pas été visée. Les Émirats non plus. Le Qatar non plus. L'attention s'est portée sur Bahreïn et le Koweït. Et pour finir, sur la Jordanie. Je pense qu'il y a une raison à cela. Certains disent que les Émiratis se sont beaucoup rapprochés du régime israélien ou qu'ils ont fait un pas dans cette direction. Les Émiratis, eux, assurent aux Iraniens, au moins verbalement, que ce n'est pas le cas. Et les Israéliens, de leur côté, essayent de faire croire le contraire pour creuser un peu plus le fossé entre l'Iran et les Émirats. Et après la guerre, les Émirats ont effectivement pris certaines mesures pour faire baisser la tension. Donc il se passe quand même des choses. Bien sûr, s'il y a une guerre et que les Américains utilisent les bases de la région ou leur espace aérien, la situation pourrait de nouveau changer très vite. Mais pour l'instant, et si les choses continuent dans cette direction, je pense que ces pays pourront, s'ils en ont la volonté, affirmer davantage leur autonomie. Et je crois que cela en soi renforcerait la relation. Je ne pense pas que le Pakistan, l'Égypte ou même la Turquie aient vraiment les moyens d'agir, parce que le Pakistan et l'Égypte sont très appauvris. Et les pays du Golfe Persique, eux, ont vu leurs économies beaucoup plus durement touchées que ce que beaucoup de gens imaginent. Their economies have been hit much harder than many people think. I don't think we're ever going to go back to the past when it comes to. Je ne pense pas qu'on reviendra un jour à la situation d'autrefois en matière d'accumulation de richesses. La Turquie traverse des difficultés et personne ne sait à quoi ressemblera le prochain gouvernement, ni comment il agira. Mais pour l'Iran, je crois que la priorité, c'est que ces 8 pays parviennent à un accord, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir profiter de l'immense richesse qui existe dans la région du Golfe Persique. Concernant le Hezbollah, je pense que les Iraniens estiment que le mouvement a payé un prix disproportionné. Dans cette guerre, quand les Israéliens et les Américains ont attaqué, le Hezbollah est entré dans le conflit, sans que les Iraniens ne le lui demandent. Et eux, bien sûr, c'est un petit pays, et ils ont beaucoup souffert. Ils ont souffert en soutenant les Gazaouis pendant plus de 2 ans et demi, parce que ce sont eux qui, quand le génocide a commencé, ont détourné la moitié des forces du régime israélien en lançant les affrontements à la frontière. Et ils savaient très bien qu'un jour, le régime chercherait à se venger. Alors oui, ils ont souffert pour sauver Gaza. Ils ont souffert pour aider l'Iran. Et ce n'est pas une grande communauté. Le reste du Liban, lui, n'a pas vraiment payé le prix. Ce sont les partisans de la résistance qui en ont fait les frais. Et ils ont été attaqués depuis l'intérieur du Liban, mais aussi depuis la Syrie, qui est aujourd'hui un territoire sous influence américaine. Il y a donc beaucoup de sympathie pour le Hezbollah en Iran, et c'est pour ça que les Iraniens insistent autant pour que les Israéliens se retirent. C'est aussi la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, à cause des violations du protocole d'accord. Bien sûr, ce n'est pas seulement à cause du Liban, c'est aussi parce que les États-Unis, jusqu'à présent, ont refusé de libérer les avoirs iraniens, et parce qu'ils n'ont pas levé les sanctions qu'ils avaient pourtant promis de lever dès le départ. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui va être une journée très importante. Ce qui sortira ou ne sortira pas de cette réunion nous donnera une idée claire de la direction que vont prendre les choses. J'aimerais revenir sur un point que vous avez soulevé et le développer un peu. Je pense que nous entrons dans une ère post-idéologique, et je ne crois pas que l'Iran soit aussi idéologique qu'il l'était au début de la Révolution. L'Arabie saoudite, comme vous l'avez mentionné, s'est éloignée de la théologie sur laquelle elle mettait autrefois l'accent.
L'islam salafiste n'est plus un facteur majeur en Arabie saoudite, du moins dans les cercles officiels. Et ce qui m'a frappé à une échelle plus large, c'est que la Chine vient de publier un plan directeur pour l'ordre mondial, dans lequel il n'y a pas un mot de marxisme-léninisme. C'est entièrement fondé sur la pensée traditionnelle chinoise. Ce n'est pas idéologique, c'est pragmatique. It is not ideological, it is pragmatic. And I think this is a trend which is helpful. Et je pense que c'est une tendance plutôt positive. Pour en venir à la question de l'importance de ces discussions ou de leurs conséquences sur les relations entre les États-Unis et Israël, le vrai sujet, c'est le projet du Grand Israël, ce plan visant à dominer l'Asie de l'Ouest et à en intégrer une grande partie dans le territoire souverain israélien. Tant que ce projet existera, il sera impossible d'éviter que l'Iran ou d'autres acteurs de la région concentrent leur politique sur cet enjeu régional. Et on ne peut pas écarter la possibilité que les dirigeants syriens, quels qu'ils soient, réagissent aux déclarations de responsables israéliens, affirmant qu'il faudra de nouveau faire la guerre à la Syrie. Vous savez, je veux dire, Israël est le problème dans la région. Comme l'a clairement dit Boussaïd, le ministre des Affaires étrangères d'Oman. Tout le monde en prend conscience maintenant. Et c'est pour ça qu'Israël est sans doute un sujet implicite de discussion en Suisse, peut-être pas seulement dans le contexte libanais, mais de façon plus large. Je pense que c'est une prise de conscience importante qui remet en cause la soumission de longue date des États-Unis aux intérêts israéliens, puisque de toute évidence, nous n'avons aucun intérêt à ce que l'instabilité continue dans la région. Le professeur Marandi doit partir dans 5 minutes. Donc je voudrais conclure. J'ai très envie de poser une dernière question à l'ambassadeur Freeman, parce que je pense qu'elle est vraiment liée à toute la discussion qu'on vient d'avoir. Si vous pouviez résumer très rapidement, puis on donnera 1 minute au professeur Marandi, et on s'arrêtera là. C'était aussi intéressant tout à l'heure, quand vous parliez de l'intention du complexe militaro-industriel américain et de son intérêt pour la région. Parce que si, comme vous le dites, il faut une organisation de traité pour l'Asie de l'Ouest fondée sur la sécurité commune et que tout le monde en a la volonté, ce n'est pas seulement Israël qui est concerné. C'est aussi le complexe militaro-industriel avec toutes ses bases qui, peu importe leur coût, souhaitent les maintenir là-bas. D'autant plus avec les énormes ressources investies dans cette intelligence artificielle, qui est en fait un mot sophistiqué pour désigner la manière dont l'économie et les ressources sont en train d'être réorganisées aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de dirigeants, c'est aussi la façon dont les économies et les ressources sont réorganisées. Tout ça est lié au statut sécuritaire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne feront pas marche arrière sans une idéologie, si vous voulez. Il faudrait qu'il y ait une énorme opposition à l'intérieur même du cœur impérial aux États-Unis pour revenir sur le budget d'1,5 billion de dollars que Trump prévoit pour l'an prochain. Et puis, vous savez, toute cette dépendance au pétrodollar, entre autres, qui fait partie du cadre de sécurité. Donc, je suis curieux, ambassadeur Freeman, de savoir ce que vous pensez du sentiment intérieur de l'opinion publique à propos de cette idée de réduire cette gigantesque machine militaire. Parce que sans ça, ils ne laisseront pas les pays d'Asie de l'Ouest développer librement leur pleine coopération et leurs relations. Eh bien, les présupposés implicites et les intérêts particuliers finissent par produire une idéologie, une sorte de fausse conscience, qui décrit le monde avec des termes dictés par l'intérêt personnel. En fait, c'est la définition que Marx donnait de l'idéologie, si je me souviens bien. Elle reflète les intérêts de ceux qui la défendent. Vous avez tout à fait raison. Le complexe militaro-industriel aux États-Unis a sa propre idéologie. Elle est partagée par une bonne partie du Congrès,
en grande partie à cause de la corruption du Congrès, non seulement par le lobby sioniste, mais aussi par ce lobby-là. Mais aujourd'hui, cette influence rencontre une résistance importante de la part du public américain. Il existe une tendance intellectuelle qu'on appelle la retenue en politique étrangère. Elle n'a pas encore gagné, mais elle joue déjà un rôle réel pour isoler le militarisme néoconservateur. L'aventure malheureuse avec l'Iran ne peut que contribuer dans ce sens. On voit aujourd'hui des candidats accéder à des postes qui cassent les stéréotypes, comme Mamdani à New York, ou un candidat similaire à la mairie de Washington, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on a un système à deux parties, Tweedledee et Tweedledum, qui ne proposent en réalité aucune alternative. Je repense à la satisfaction du professeur Marandi face à la vigueur du débat en Iran. J'aimerais qu'on ait, chez nous, un débat public aussi vivant dans nos médias. Il y a bien des voix en marge, et j'en fais partie, qui s'efforcent de remettre en question l'influence du complexe militaro-industriel. Mais cette influence reste extrêmement puissante. En fait, le budget du département américain de la Défense, ou du ministère de la Guerre, si on veut, est traité par le Congrès comme un programme de création d'emplois. Il n'y a pas de véritable analyse des menaces derrière les choix d'achat et d'investissement dans la défense. Tout tourne autour de la création d'emplois et du soutien à la science et à la technologie jugés utiles sur le plan militaire, alors même qu'on réduit les dépenses dans les domaines scientifiques et technologiques qui ne le sont pas. Donc oui, je suis d'accord, c'est un vrai problème. Je pense que cela provoque des réactions de défense, des sortes d'anticorps. On verra s'ils finissent par l'emporter. Je ne crois pas que le système américain actuel soit stable. Il y a trop de mécontentement. Soit on reviendra à un ordre démocratique constitutionnel, soit on inventera autre chose. Alors, restons attentifs à ce qui va se passer. Professeur Marandi, votre mot de la fin. Eh bien, je pense qu'on est en plein dans une phase de transition très instable. Et pendant qu'on parle, des gens sont tués à Gaza. D'autres sont harcelés et tués en Cisjordanie. Et qui sait ce qui va se passer dans les prochaines heures au Liban? Donc, rien n'est certain, mais je crois qu'il y a une possibilité de changement aux États-Unis. La montée de cette idée de retenue, comme l'ambassadeur Freeman en parlait, ça, je pense que ce serait un vrai tournant pour notre région. Le problème pour notre région, bien sûr, c'est la situation israélienne. Et c'est la mort et la destruction qu'elle a provoquée, à la fois directement, mais aussi à travers les États-Unis. Si la question de la Palestine était résolue, je pense qu'on vivrait dans un environnement complètement différent. Mais je ne crois pas que ce sera aussi simple. Je pense que le sionisme est en déclin. Et je trouve très encourageant de voir autant de jeunes juifs, aux États-Unis et en Occident, se détourner du sionisme. Max Blumenthal, je l'ai vu dans une émission il y a quelques semaines, où il a cité un sondage montrant qu'environ la moitié des Juifs américains, de moins de 35 ans, pensent que les Juifs et les Palestiniens devraient vivre côte à côte en Palestine. C'est une position antisioniste, que ce soit dit clairement ou non. C'est antisioniste. Et c'est un changement énorme et vraiment remarquable. Parce que non seulement ils arrivent à voir à travers la propagande des grands médias américains, et les Américains sont sans doute les plus exposés à la propagande sur cette planète, mais en plus ils parviennent à voir à travers la propagande sioniste dans leur propre pays, celle qui les vise directement. Donc oui, il y a un changement en cours, le monde évolue, et il se retourne contre le sionisme. On voit aussi des différences apparaître à des niveaux plus élevés, au moins parmi les élites. Mais je pense qu'il nous reste encore du chemin à faire.
Et malheureusement, je suis presque certain qu'on va assister à encore beaucoup de violence avant que tout cela ne se termine. Mais je crois malgré tout que la région avance, petit à petit, vers un avenir où ce type de gouvernance, fondée sur la suprématie ethnique, n'existera plus à long terme. May I add one very short final thought? Puis-je ajouter une toute dernière réflexion, très brève. Si Israël renonce à son militarisme et à sa brutalité, et qu'il tourne la page pour mettre l'immense talent de son peuple au service de la paix avec ses cohabitants en Palestine et avec ses voisins, y compris l'Iran, alors cela entraînera des changements en Iran et ailleurs. La disparition de la menace qu'Israël a représentée pour la stabilité de la région aura des effets catalytiques considérables. Ce qu'ils produiront dépendra des peuples de chaque pays où ces effets se feront sentir. Mais à mon avis, l'Iran n'a pas encore atteint sa forme politique définitive. La disparition de la menace militaire, qui est bien réelle, et l'affirmation de l'Iran comme, à bien des égards, la puissance dominante de la région à la suite de cette guerre, peuvent avoir des effets catalytiques à l'intérieur même de l'Iran. Et nous verrons bien ce qu'ils donneront. On va s'arrêter là, professeur Marandi, ambassadeur Freeman. Merci beaucoup pour votre temps. Cette conversation a vraiment été très utile. Merci infiniment. Je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre travail jusqu'ici et que vous souhaitez qu'on construise un véritable espace d'archives pour la gauche, j'ai 2 petites demandes. D'abord, pensez à faire un don pour soutenir cette initiative. Le lien est dans la description juste en dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas déçus. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Don't forget to hit the subscribe button.